voilà, je suis en retard. Mais pousse-toi, laisse-moi de la place, c'est le podcast, bon sang, je te dis. Allez, ça va commencer, hein. Chut, pas de bruit. Hein. La première phrase du document qu'on analyse aujourd'hui, elle met tout de suite dans l'ambiance. C'est écrit noir sur blanc et ça sonne presque comme une alerte. Mon ami, c'est la guerre. Ça surprend, non ? Ah oui, ça surprend. Et ça impose de clarifier tout de suite. L'auteur, M. Cécile James Merlin, ne parle pas d'une guerre. Avec des canons et des uniformes, sans doute. Il parle d'une guerre invisible. Une lutte de physique qui se déroule au cœur de notre société. C'est la bataille fondamentale entre deux forces, l'entropie et la négantropie. D'accord. Arrêtons-nous là une seconde, parce que ce sont des mots qu'on n'utilise pas tous les jours. L'entropie, si je me souviens bien de mes cours de physique, c'est la tendance naturelle de tout système à aller vers le désordre. C'est exactement ça. Un château de sable qui s'effondre, une tasse de café chaud qui refroidit. Exactement. Et appliqué à la société, l'entropie, c'est ce que le document appelle la grande désunion. C'est la force qui isole les gens, qui délite les communautés, qui transforme les citoyens en simples consommateurs solitaires. Face à leurs écrans, oui. C'est la tendance naturelle à la dislocation. Et donc, logiquement, la négantropie, c'est l'inverse. C'est l'effort qu'il faut fournir pour construire le château de sable, pour maintenir le café au chaud. C'est l'énergie qu'on déploie pour créer du lien, de la structure, du sens. En fait, c'est l'essence même de la civilisation. Chaque loi, chaque institution, chaque projet collectif est un acte négantropique. D'accord. Et c'est précisément comme ça que se définit l'école de M. Merlin, l'Épiade à Mont-de-Marsan. Un acte de résistance organisé contre ce chaos social. Une petite forteresse contre l'entropie. Une forteresse qui ne sort pas de nulle part. Il faut rappeler que ce document, cette partie 3, c'est la réponse concrète à des constats très alarmants faits dans les dossiers précédents. Absolument. Le premier, c'était ce chiffre de la dette temporelle éducative en France. Un trou de 11 900 heures d'accompagnement par enfant. C'est énorme. C'est un vide abyssal qui se traduit directement en argent. Plus de 6 260 € par an, c'est ce qu'une famille française doit sortir de sa poche pour tenter de compenser, juste pour atteindre un standard, disons, comme celui du Luxembourg. C'est une privatisation silencieuse de l'égalité des chances, en fait. C'est le terme. Et le second constat, c'était ce besoin de former ce que le dossier nomme des individus souverains. L'idée que notre époque ne veut plus de simples exécutants, des subordonnés cognitifs. Voilà. Elle a besoin de gens capables de comprendre les systèmes, de s'associer et de créer. Donc la mission de notre analyse aujourd'hui, c'est de disséquer le plan de cette forteresse, de comprendre l'architecture de ce modèle économique et social. Le ISSP modèle 007. C'est ça. Le ISSP modèle 007. C'est un nom un peu barbare, on est d'accord ? On dirait un dossier secret. Pensez-y moins comme un nom de code et plus comme une formule chimique. Chaque lettre renvoie à un principe. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un plan de bataille complet. D'accord. Cette idée de guerre contre le chaos, c'est très philosophique, mais j'imagine que la guerre a un coût. Et quand je regarde les chiffres, le premier front, c'est le portefeuille. Forcément. Les tarifs m'ont fait sursauter. 975 € par an pour le module grands ados, 522 € pour les enfants. On parle de combattre l'exclusion, mais à ce prix-là, on ne la crée pas justement. C'est la question la plus légitime et c'est le point de départ de toute la mécanique. Le document ne l'esquive pas du tout. Au contraire, il la confronte avec une brutalité assez rare. Il présente une étude d'impact tarifaire basée sur les quotients familiaux, les QF. Qui classe les familles par revenu, oui. Et le résultat ? Le résultat est un électrochoc. Pour le cours à 975 €, le plus complet, le taux d'inclusion sans aucune aide financière est de 0%. Pardon, j'ai mal entendu là. 0%? Zéro. Mais ça veut dire que personne ne peut se le payer, même pas les familles les plus aisées, sur le papier. Mais c'est un modèle économique conçu pour échouer, alors quel est l'intérêt ? C'est exactement ça, le coup de génie et le paradoxe initial. Le taux d'inclusion est de 0% pour les classes populaires, 0% pour les bas revenus, 0% pour les classes moyennes et même 0% pour les revenus supérieurs. Personne. C'est une exclusion mathématique de 100%. C'est ça. Le but n'est pas de vendre un service à un prix X. Le but est de poser une question frontale à la communauté. Voilà ce que coûte réellement l'excellence. Voilà ce que coûte la dignité des professeurs. Seuls, nous échouons tous.
Que faisons-nous ensemble, maintenant? C'est vertigineux, donc le prix n'est pas un obstacle, c'est le message. Et pour le cours moins cher, à 522 €, C'est pareil pour les 3 premières tranches de revenus. 100% d'exclusion. Seule la tranche la plus élevée peut y accéder seule. Le choc ici, c'est de réaliser que même la classe moyenne est aujourd'hui totalement exclue d'un enseignement artistique de qualité, de ce que le modèle appelle le niveau 3 ingénierie de l'expertise. je suis désolé, mais je bloque sur ce prix. Payer dignement les profs avec des contrats salariés pérennes, je comprends. Des petits groupes de 6 élèves pour un vrai suivi, ça a un coût, bien sûr. Mais si ça mène à une exclusion de 100%, le modèle est juste. Une belle idée qui ne marche pas, non? En quoi est-ce une solution? C'est une solution parce qu'il redéfinit la nature même du prix. C'est là que tout bascule. C'est-à-dire? Dans notre monde, un prix est une somme à payer, point. Dans ce modèle, le prix affiché, c'est 975 €, est décrit comme une cible à abattre collectivement. Une cible à abattre collectivement. Ah oui, ça change tout. Tout. Ce n'est plus une transaction, c'est une mission, quoi. Mais est-ce que ça marche en pratique? Les gens jouent le jeu? Est-ce que ça ne crée pas une pression sociale énorme sur les familles qui ont moins de temps ou de moyens pour s'investir? C'est là que la gouvernance entre en jeu. La structure est pensée pour que personne ne soit laissé de côté. Imaginez un tabouret à 3 pieds, pour que l'école tienne debout. D'accord? Le premier pied, c'est la direction. Elle donne le cap. Le deuxième, ce sont les investisseurs, qui fournissent les murs, le matériel. Et le troisième pied, le plus important, ce sont les usagers actionnaires. Les usagers actionnaires, donc les familles? Si ce pied-là n'est pas solide et actif, tout s'écroule. Elles ne sont pas juste assises sur le tabouret. Elles sont un des pieds du tabouret, ce qu'est exactement ça. En inscrivant leur enfant, les familles ne deviennent pas des clientes passives. Elles deviennent des actionneurs transitoires. Elles entrent dans une communauté d'action. Et concrètement, ça veut dire quoi? On leur demande de faire des chèques en plus? Au contraire, le rôle de l'école, de la direction, c'est de piloter des opérations de financement. Monter un gala, répondre à des appels à projets pour du mécénat, créer des produits dérivés, organiser des ventes. Comme organiser un stand de crêpes, vendre des gâteaux, ce genre de choses qu'on associe à la kermesse de l'école. Sur la forme, ça peut y ressembler, oui. Mais sur le fond, c'est à un niveau stratégique bien plus élevé. L'énergie collective n'est pas utilisée pour acheter un nouveau baby-foot. Non, d'accord. Elle est utilisée pour générer la valeur qui vient combler l'écart entre le coût réel de l'excellence et le budget de chaque famille. Chaque euro généré par la communauté fait baisser le tarif pour tout le monde. Donc, si je comprends bien, le tarif que vous payez à la fin de l'année dépend directement du niveau d'engagement de toute la communauté. Le prix n'est pas fixe, il est vivant. Il est vivant, c'est le mot juste. Le tarif baisse parce que le collectif agit. C'est ce qui mène à la phrase la plus puissante du document pour moi. Laquelle? L'inclusion n'est pas une aumône, c'est une conquête. Ce n'est pas un droit passif qu'on attend de l'État. C'est une responsabilité active qu'on assume ensemble. On ne demande pas la charité, on s'organise pour conquérir son droit à l'excellence. Ça renverse complètement la perspective. On ne paie pas pour un service, on se bat pour y avoir accès. Mais alors, si tout cet effort collectif vise à réduire le coût, on pourrait s'attendre à ce que le modèle soit tout juste à l'équilibre. Voire déficitaire, oui. Or, en regardant les projections financières, un chiffre m'a stupéfié. Le modèle dégage 1,35 € de trésorerie nette par heure de cours bénéficiaire. C'est un indicateur de santé économique très robuste. Il prouve que le cœur de l'activité, avant même toute stratégie, est intrinsèquement rentable. Il n'est pas structurellement déficitaire. Et au total, sur une année, ça représente un résultat net projeté de 173 000 €. La question est inévitable, hein. Mais alors, ils font du profit? Après tout ce discours sur la solidarité, le but final, c'est de gagner de l'argent. Où va ce trésor de guerre? C'est le deuxième coup de génie du modèle. Argent n'est pas du profit distribué à des actionnaires pour leur enrichissement, non. Il est entièrement réinvesti dans ce que le document nomme un fonds de souveraineté. Un fonds de souveraineté. C'est un peu abstrait. Donnez-moi une image. Si l'école était un groupe de musique, ça voudrait dire quoi, hein? Excellente analogie. Imaginez un groupe de musique. Il paie ses musiciens pour les concerts, ça c'est le salaire. Avec l'argent gagné sur les billets, au lieu de le distribuer, il l'utilise pour racheter les droits de ses propres chansons à sa maison de disques. D'accord. À la fin, le groupe possède son catalogue, il n'a plus besoin de label, il est devenu sa propre maison de disques. Il est souverain. Appliqué à l'école, ça veut dire? Les professeurs ne sont pas vus comme des simples exécutants, mais comme des chercheurs,
des créateurs. Ils développent des méthodes, des manuels, des pièces de théâtre originales. C'est de la propriété intellectuelle. Exactement. Et le fonds de souveraineté sert à racheter les droits d'auteur de ces créations. Le professeur créateur est payé une seconde fois pour sa création et l'école devient propriétaire de cet actif immatériel. Waouh! Donc c'est un tour de passe-passe comptable et philosophique absolument brillant. La dépense la plus lourde, la masse salariale, qui est habituellement une charge pure, Se transforme en investissement. l'argent qui sort pour les salaires revient dans le bilan sous forme de patrimoine. Précisément, l'école capitalise l'intelligence collective de sa propre communauté. Elle construit son patrimoine intellectuel. Et à terme, elle peut éditer ses propres manuels, vendre ses méthodes et générer de nouvelles sources de revenus qui viendront encore alléger le fardeau pour les familles. C'est un cercle vertueux. Qui assure l'indépendance intellectuelle et financière. C'est la souveraineté à tous les étages. C'est fascinant. On part d'une déclaration de guerre à l'entropie, à cette grande désunion, et on arrive à une architecture incroyablement sophistiquée. Ce n'est pas juste une école de théâtre. C'est une architecture complète. Pédagogique, en visant ce fameux niveau 3 de l'expertise. Économique, en affichant la vérité des coûts pour organiser la solidarité. Et sociale, en transformant les usagers en acteurs, en co-constructeurs. Le document M007 décrit vraiment une forte verse, une structure conçue non seulement pour enseigner un art, mais pour protéger et construire activement le type d'individu dont on a besoin aujourd'hui. Exactement. Et c'est ce qui mène à la phrase de conclusion du document, qui boucle la boucle et résume tout. On ne vend pas du théâtre, on organise l'union. L'activité, le théâtre, n'est pas la finalité, c'est l'outil. C'est ça. Le produit final, ce n'est pas le spectacle de fin d'année, c'est la communauté renforcée elle-même. C'est une vision incroyablement puissante, et ça laisse avec une pensée presque vertigineuse pour finir. Si un modèle économique peut être conçu, non pas pour extraire de la valeur d'un client, mais pour organiser la solidarité d'une communauté, pour construire sa propre souveraineté, L'éducation nationale, le système de santé, la culture au sens large, et même l'entreprise, pourraient être entièrement réinventés selon ce même principe de guerre organisée contre l'entropie. La question, en effet, reste grande ouverte.